La défense des vulnérables, c'est désormais votre credo et vous avez récemment publié 2 livres à ce sujet. L'un sorti en septembre, La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise, et l'autre en janvier de cette année, Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté. J'allais dire dans l'extrême pauvreté. Je me suis dit non. La belle promesse. Pas le même projet. Vous avez écrit donc un livre concernant la pauvreté, l'autre concernant la vulnérabilité, et donc ce deuxième livre s'intitule Société des vulnérables, leçons féministes d'une crise. Quel lien vous faites entre la vulnérabilité, la précarité et le féminisme? De manière générale, la pauvreté est sexiste, n'ayez pas le moindre doute. C'est-à-dire que les plus vulnérables des vulnérables, ce seront toujours les femmes parmi la communauté des vulnérables. Et la crise du Covid-19 en est une illustration absolument faramineuse. C'est ce qui nous a inspiré ce petit livre avec Sandra Laugier. C'est que dès que la crise s'est déclenchée, eh bien, les premières à être impactées dans leur quotidien, dans leurs conditions de vie économiques, sociales, personnelles, même familiales, sanitaires, même la première ligne. Exactement, ce sont les femmes parce que celles qui se retrouvaient en télétravail devaient soudain se récupérer la fameuse double charge, s'occuper des enfants tout en étant en visioconférence, enfin un truc, vous le savez. Enfin moi j'ai pas d'enfants, mais moi qui en ai, je peux vous dire, très compliqué à gérer. Et honnêtement, sans sourire cette fois-ci, source de troubles psychologiques majeurs. On sous-estime complètement la difficulté psychologique traversée par beaucoup de femmes dans notre pays. Donc ça, c'est celles qui étaient en télétravail, qu'on pourrait considérer à la limite plus favorisées que les autres. Parce que les autres, c'est les femmes au contact des malades, les soignantes, au contact des clients, les caissières, enfin cette fameuse première ligne qui s'est retrouvée finalement constituée de 80% de femmes à s'exposer à la pandémie et en même temps dans des métiers qu'on sait très précaires, très mal payés, très mal reconnus. Question. Donc Najat Vallaud-Belkacem, quand vous étiez petite fille, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir les mêmes possibilités que les garçons? Faut dire à voix haute. Alors j'ai envie de dire non, visiblement. mais en fait non, mais beaucoup parce que ça venait de ma famille. C'est-à-dire moi j'étais dans une famille très tradie, dans laquelle les filles et les garçons n'avaient pas exactement les mêmes droits, possibilités et tout ça. Donc par exemple, quand je rentrais de l'école, il fallait que je rentre à la maison. Il n'était pas question que j'aille m'amuser dehors ou chez mes copines et tout ça, alors que mes frères, oui, eux, avaient droit. Est-ce que lorsque vous avez décidé de vous lancer en politique, vous pensiez qu'être une femme était plutôt un avantage ou un handicap? En fait, quand je me suis lancée en politique, d'une certaine façon, je cumulais les handicaps parce que j'étais femme, jeune, j'étais assez jeune, j'avais la vingtaine. Et encore, vous n'étiez pas lesbienne et sourde d'origine étrangère, donc ça pouvait faire beaucoup. Du coup, parmi tous ces handicap entre guillemets, que je ne considère pas comme tel, évidemment, à titre personnel, plutôt des chances. Je pense qu'être femme, c'était un peu compliqué parce que, en fait, les femmes continuent à être des ovnis en politique. Contrairement à ce qu'on croit, on se dit la parité, les quotas, machin, c'est bon, on y est arrivé. La vérité, c'est qu'on est toujours vécu comme des outsiders et pas des insiders. Donc, en fait, toujours regarder, scruter un petit peu avec méfiance. Et il n'y a qu'à voir comment est-ce que la presse rend compte, par exemple, des discours des femmes politiques où on va passer beaucoup plus de temps à commenter leur tenue qu'à dire le fond de ce qu'elles ont dit, des choses comme ça, ou des saletés qu'on se prend encore comme commentaires quand on s'exprime à l'Assemblée nationale, qu'il y a des caquettements, des choses comme ça. Vous voyez ? Donc, du coup, je pense que jeune femme en politique, j'ai eu quand même à vivre pas mal le côté « oh, mais ça va être un pot de fleurs, elle est là pour faire de la figuration » et tout ça, qui m'a beaucoup irritée. Mais enfin, j'ai quand même eu droit à ma petite... À cette petite dose de sexisme. Quel est l'endroit où vous avez ressenti le plus de sexisme, dans la rue ou dans l'hémicycle ? En fait, ma grande surprise a été de découvrir que l'hémicycle, que, vous voyez, moi, de mes grands yeux, je voyais ça comme un endroit magique où les gens se tenaient super bien, très éduqués, très éclairés. En fait, c'était une cour de récré insupportable, avec des gens qui passaient leur temps à hurler, à se haranguer les uns les autres, etc. C'était vraiment qui se tenaient pas, quoi. Et donc, finalement, c'est assez représentatif de ce qu'on peut trouver dans des rues un peu chaudes, quoi. Où, Enfin, j'imagine. Oui, en tout cas, en août 2014, justement, quand vous aviez été nommé ministre de l'Éducation nationale, il y avait un député UMP, Franck Keller, qui avait tweeté ceci. Quel atout Najat Vallaud-Belkacem a utilisé pour convaincre Hollande de la nommer à un grand ministère? Vous lui avez répondu ou pas?
Non, je lui ai pas répondu directement. Et ce qui avait été quand même bienvenu à l'époque, c'est que du coup, il y avait plein de voix qui s'étaient élevées contre cette forme de sexisme et tout ça. Ce qui est toujours plus agréable que quand vous recevez des messages comme ça, que les gens n'en ont pas conscience et que vous êtes tout seul à lire votre petit compte Twitter. On avait d'autres images concernant votre audace. Oui, vous étiez monté sur scène, c'est en 2012 à Limoges, au Zénith. C'était pour un meeting de François Hollande. Et là, vous aviez entonné la chansonnette devant 7000 personnes. Oh my God. C'est d'audace aussi, vous avez retrouvé ça? Mais oui. Mais ça Alors, n'avait je vous pas été propose de commencer ensemble avant de laisser place au véritable artiste. Vous y allez? Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine? Ami, entends-tu les cris sourds du pays? C'est l'une des plus belles chansons qui soit. Oui. Et j'étais à Limoges où c'était un peu le berceau de cette chanson. Enfin, tout le monde la connaissait. Et je devais faire attendre. Vous savez, j'étais un peu en première partie chauffeuse de salle du candidat présidentiel, donc François Hollande à l'époque. Et donc, il se faisait attendre, désiré. Et donc, moi, je devais faire patienter la salle. Donc, on a entonné cette chanson. Et puis en même temps, vous n'alliez pas raconter des blagues. Alors les gars, c'est deux putes. Mais je sais pas si vous êtes remarqué en politique. Non, mais en tout cas, on voit votre audace. Donc moi, je vous propose que pour finir cette émission, ce qui me paraît tout dans la logique, et presque j'ai envie de vous dire, pour vous faire plaisir à vous, Najat Vallaud-Belkacem, je vous propose qu'on honore chez vous ce goût de la chanson française avec, je crois... J'ai pas dit que je savais chanter, j'ai dit que j'aimais. Mais oui, voilà. Non mais c'est déjà très bien. Notamment, je vous propose qu'on fasse un duo, on fasse un septuo, musical sur Jean-Jacques Goldman, puisque je crois que vous l'aimez bien, et il est là. Non, il n'est pas là. Et donc on va reprendre. Pour moi. Votre chanteur préféré, c'est votre chanteur préféré? Oui. Après François Hollande, évidemment. Avant François Hollande. Donc je propose qu'on chante un de ses titres, Il changeait la vie. C'est Chenille, normalement. Attention, c'est à vous. On y met du cœur. C'est parti, 3, 2, 1. C'est un professeur. Un simple professeur. Il pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'inscrire. Il y mettait Du temps, du talent et du... Allez-y. Ainsi passer sa vie au milieu de nos heures et loin des beaux discours, des grandes théories. À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui changer la vie. Bravo! Bravo, Najat Vallaud-Belkacem. Merci. Bravo! Bravo. Je pense que je ferai pas carrière dans la chanson. Peut-être pas encore, mais ça ne va pas tarder. En tout cas, vous ferez carrière en tant qu'invité de Piquante. Merci beaucoup d'avoir contribué à massacrer la chanson française avec nous, mais à faire progresser, je l'espère, le sort des femmes et non l'inverse, contrairement à Jean-Luc Lahaye. Je vous rappelle que vos livres, Société des vulnérables et Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté, sont actuellement disponibles en librairie. Et je remercie également mes camarades